Donc, comme on est, un peu, fatigué, je j'ai mis, des illustrations qui ont accompagné, le suivi de l'épidémie, hein. Voilà, donc il y en a quelques-unes, que vous reconnaissez, donc on voit là une économie, sous perfusion, de l'État. Zut, est-ce que j'ai encore, la vous voyez toujours la diapo là? Oui, 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 tout Oui, à fait. Pour ce qui me concerne, c'est Hem, d'accord, donc la crise Anne, sanitaire. Anne, juste, Oui. excuse-moi, avant, si tu appuies sur la petite icône qui Ah représente oui, tu m'avais montré. un écran, Voilà. voilà, ce Et là, sera. c'est bon Merci. là? D'accord. oui, là, c'est très Heu, bien. du coup, c'est moi Merci. qui la vois plus parce que j'ai voilà, c'est bon. Donc cette crise sanitaire, elle a été l'occasion, d'interventions publiques, massives, hein, pour soutenir une économie, ça a été dit, qui était, en partie sous cloche, et en rompant avec le dogme de l'équilibre budgétaire. C'était le fameux «quoi qu'il en coûte», voilà, qui a un peu marqué en France le fait qu'on laissait filer le déficit, et la dette, et que, c'était accepté. Et puis l'autre chose intéressante dont Florence a parlé tout à l'heure, c'est que cette crise, elle a aussi donné lieu à un suivi statistique, tout à fait hors du commun, hein. Toutes les institutions se sont mises à produire, l'INSEE, DARES, OFCE, enfin voilà, plein d'autres, leurs indicateurs. Et puis, bah, nous-mêmes, on a participé d'une certaine façon à la profusion d'écrits sur cette crise. Peut-être que c'était une façon de se l'approprier. Bref, moi je vais me concentrer un peu plus sur les questions de politique de l'emploi et de politique sociale. En politique, les politiques de l'emploi, elles ont quand même été mobilisées de manière massive avec le chômage partiel. L'INSEE estime qu'on sera à peu près 30 milliards d'euros de dépenses de chômage partiel en 2020. Je dirais qu'on n'est de toute façon pas au bout du décompte, hein. Et donc, d'une certaine manière, je crois que c'est Robert Boyer qui a parlé d'État assureur en dernier ressort, mais l'État s'est fait aussi employeur en dernier ressort, en tout cas pour les salariés qui risquaient de perdre leur emploi. Et donc, dans ce que j'ai fait ça dans une petite note, il y a la référence à la fin, qui est sortie en avril, donc qui était un peu datée déjà. J'ai cherché à saisir la crise en France à partir des indicateurs d'emploi, chômage, pauvreté, et puis intervention publique, et puis d'interroger ce qu'elle dessine pour les mois à venir. Alors, la première réflexion que j'ai moins documentée, c'est une forme de malaise dans la civilisation néolibérale. Je pense que ça rejoint aussi des choses que beaucoup ont dit, parce que finalement, le néolibéralisme, il y a beaucoup de pilotage par les nombres, par les incitations, et finalement pas tellement de stratégie industrielle, enfin de choses très concrètes qui auraient consisté à s'assurer que on avait des masques, des lits, des soignants, voilà, prêts à faire face. Donc, on a des économies quand même, en raison de ces politiques néolibérales, qui sont particulièrement vulnérables et qui en plus sont dans le déni des catastrophes, parce que si on n'était pas dans le déni, il faudrait quand même remettre un peu les choses en question. Et je pense que chaque crise remet un peu les choses en question, mais finalement, souvent on retombe sur des mots, c'est-à-dire une transition écologique, mais qui va, enfin voilà, qui va être, qui va rien remettre en cause. Bon, donc, bah, par exemple, dans les catastrophes, on en a quand même, en France, on a un chômage massif depuis une quarantaine d'années. On a une pollution de l'air, et le chômage tue, hein, le chômage, enfin voilà. On a une pollution de l'air qui fait plus de 40 000 décès par an, selon Santé publique France, hein. C'était même 48 000 pour l'année 2016. Et toutes ces catastrophes sont traitées avec fatalisme, hein. C'est-à-dire, ben, le chômage, c'est un peu inévitable, la pollution de l'air, ça fait partie de notre économie, de notre environnement, pourquoi pas enfin, de nous, voilà. Voilà. Et puis, les politiques néolibérales qu'on observe depuis une bonne quarantaine d'années, d'une certaine manière, elles ont désarmé l'État stratège. C'est-à-dire que
au gouvernement, finalement, on choisit la rentabilité du capital, on passe un temps fou à calibrer les bonnes incitations à tout propos, que ce soit pour l'hôpital, sous l'hypothèse qu'on a affaire à des individus opportunistes, que ce soit pour l'assurance chômage, enfin voilà. Et donc, ou le coût du travail, enfin. Et clairement, le choix, c'est celui de la rentabilité du capital et d'une austérité sélective, parce qu'on a beaucoup parlé d'austérité, mais en fait, il y a des dépenses publiques incroyables depuis des années en direction des ménages aisés et des entreprises, avec les allègements de cotisations sociales. Donc, l'investissement public de cette économie néolibérale, elle va dans la baisse des charges opportunément appelées charges des entreprises, au détriment de stratégies industrielles et puis au détriment de l'ensemble des services publics, les hôpitaux. Aujourd'hui, on pourrait parler de l'éducation nationale et de la recherche. Donc voilà, la crise, elle est vraiment révélatrice de vulnérabilité socio-économique et puis de politiques néolibérales qui finalement désorganisent les économies. Je me rappelle, on apprenait en économie des organisations March et Simon, avec l'idée que c'était March notamment, le mou organisationnel, il peut avoir une certaine efficacité. Donc voilà, le management à l'hôpital, c'était la chasse au mou et ça rend du coup l'hôpital pas très, comme ayant du mal à faire face à ces situations. Donc là, aujourd'hui, la crise arrive dans une situation de crise sociale quand même majeure. Elle a un peu figé les mouvements sociaux. Il y a quand même beaucoup moins de monde dans la rue. Et par ailleurs, elle a cristallisé des inégalités qui se creusaient. Alors si on regarde, ne serait-ce que les situations d'emploi pendant le confinement, ou doit-on dire le premier confinement, ça sera peut-être un peu différent au deuxième confinement, on avait des oppositions entre télétravailleurs, travail vital et souvent mal payé, chômage partiel, arrêt maladie, chômage même. Et puis sur les conditions de logement, on a entendu parler de celles et ceux qui pouvaient partir vers une résidence secondaire, et puis tous ceux qui étaient mal logés dans des logements suroccupés. Il y a aussi la question de l'accès au numérique, avec 12% de personnes pas connectées à Internet chez elles. Et puis les insuffisances de la protection sociale, on était quand même dans un contexte de hausse de la pauvreté d'un côté, et puis d'augmentation des revenus des plus riches de l'autre, avant même la crise sanitaire. Donc la crise, elle a concentré ses interventions sur l'emploi. Pendant le confinement, évidemment, la relance était impossible, par définition. Le relais a été pris par les interventions sur l'emploi. Et puis au déconfinement, d'une certaine manière, il n'y a pas eu trop besoin d'intervenir sur l'emploi, puisque l'intervention, c'était retour à l'emploi de ceux qui pouvaient travailler. Donc, il y a eu au premier confinement une opposition entre les secteurs vitaux dans lesquels, qui ont été définis comme tels, même juridiquement, dans lesquels il y avait un maintien de l'activité, mais dans des conditions difficiles. L'enquête ACEMO a montré que souvent les salariés combinaient plusieurs expositions en termes de santé. On n'avait à l'époque pas de masque notamment, donc les entreprises distribuaient des gants en caoutchouc qui ne servaient pas à grand-chose. Il y a eu aussi dans les secteurs vitaux une poursuite des réformes du marché du travail, donc avec un décret du 24 mars permettant de dépasser le plafond des heures sup à l'hôpital. Et en remerciement, on a donné aux soignants qui demandaient une reconnaissance salariale, une prime ponctuelle, d'ailleurs distribuée avec un peu de parcimonie. Et puis une loi d'urgence du 23 mars, une ordonnance du 25 mars sur les congés payés, la durée du travail et les jours de repos. Voilà, il était clair que les salariés allaient devoir accepter d'être réquisitionnés éventuellement sur leur temps de congé ou de repos. Et puis pour les autres secteurs, c'était le chômage partiel, et puis dans des secteurs vitaux ou dans les secteurs non vitaux, pour tous les travailleurs, je dirais, qui étaient dans l'administratif, c'était
le télétravail. Donc l'enquête à ces mots a montré qu'il y avait un beau 4/4 de la population des salariés, un quart qui était en télétravail, un quart en chômage partiel, un quart sur site et un quart en arrêt maladie ou garde d'enfants. Donc voilà, les données du chômage partiel montrent qu'effectivement, pendant le confinement, ça a été utilisé de manière massive. On a eu jusqu'à 8,6 millions de salariés en activité partielle. En avril 2020, toujours, ça a coûté 8,9 milliards d'euros, financés par l'État pour partie, mais avec aussi un appel à l'UNEDIC. Donc l'UNEDIC qui était prié de réaliser des économies sur le dos des chômeurs a été mise à contribution pour financer le chômage partiel. Et il me semble que les dépenses ont été bien plus grandes en politique de l'emploi qu'en politique de santé. Je voulais vérifier tout ça avant de venir. J'ai pas eu le temps, donc j'ai encore un point d'interrogation. Voilà, parce que nous aussi, on est en difficulté, enseignants-chercheurs, avec le passage des cours à distance. Donc, le bazar dans les indicateurs, on le voit. Alors, je ne vois pas bien mon écran parce que j'avais mis les conversations et voilà. Bon, donc, on a d'un côté le taux d'emploi qui baisse, surtout pour les plus jeunes, donc à la fin de la période, mais ça s'accompagne, pour qu'on comprenne bien, donc on a des indicateurs tout à fait secondaires que d'habitude on n'utilise pas beaucoup. Là, on voit leur utilité, c'est-à-dire explosion du sous-emploi. Le sous-emploi, d'habitude, c'est le temps partiel et c'est les femmes. Et là, dans cette augmentation du sous-emploi, c'est le chômage partiel masculin, c'est-à-dire celles et ceux qui ont travaillé involontairement moins que ce qu'ils voudraient ou que d'habitude. On a aussi une chute du nombre des heures travaillées. Donc, cette fameuse réduction du temps de travail pour laquelle on nous accusait de négationnisme économique, peut-être que si la crise sanitaire doit durer, c'est une question, ça ne sera jamais le remède au problème actuel, mais ça peut participer. Donc voilà, là on arrête les données de l'INSEE au deuxième trimestre, donc je n'ai pas, bien sûr, sûrement que ça repart au troisième, mais on risque d'être un peu en yo-yo. Alors là j'ai un petit graphique de Emma, un petit dessin de Emma qui illustre la réforme de l'assurance chômage. Donc le chômage et la pauvreté, c'est les talons d'Achille de la gestion de crise. Si on prend le chiffre des demandeurs d'emploi de Pôle emploi, on voit une hausse très forte du chômage de catégorie A, la courbe rouge, au mois de mars-avril. Ça a été extrêmement brutal, des cassures de courbes comme ça du chômage, c'est tout à fait inhabituel. Et donc, il y a eu 1 million de chômeurs de catégorie A en plus. Alors, on voit bien que c'est plus fiable que la courbe de l'INSEE qui montre un chômage en baisse. Mais qui montre aussi que le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes sans emploi et qui sont en l'occurrence empêchées de chercher un emploi, elles ont considérablement augmenté. Ce qui fait que le bon indicateur de l'INSEE, c'est chômage plus halo plus sous-emploi, qui mesure, comme dit l'INSEE, la contrainte sur l'offre de travail, et qui montre qu'au total, donc là c'est toujours au deuxième trimestre, près d'un participant au marché du travail sur 3, en comptant personnes actives et personnes dans le halo étant considéré comme inactive, se trouve au deuxième trimestre 2020 contraint dans son offre de travail, soit par l'absence d'emploi, soit en situation de sous-emploi. Voilà. Donc, et puis du côté des politiques sociales, on se trouve avec une partie de la population, celle au chômage ou privée d'emploi, qui est insuffisamment couverte par l'assurance chômage. Alors, en temps normal, on a environ un demandeur d'emploi sur 2 qui est indemnisé. Plus du tiers des chômeurs sont pauvres.
À la période du confinement, comme beaucoup de personnes sont arrivées nouvellement au chômage, ça a augmenté le taux de demandeurs d'emploi indemnisés un peu mécaniquement, hein, mais dès qu'ils restent un peu plus longtemps au chômage, ça baisse. Et puis surtout, on a entendu ce matin vos informations que la réforme de l'assurance chômage, qui était différée et pas annulée, allait entraîner très vite le fait que 400 000 demandeurs d'emploi devraient perdre en moyenne 40% du montant de leur indemnité. Donc pour une partie d'entre eux, ceux en tout cas qui sont dans un ménage pauvre, les demandeurs d'emploi qui perdront leur indemnité ou qui ont une indemnité insuffisante, c'est les minima sociaux. Or, ces minima sociaux ont été très peu revalorisés depuis le début des années 90, avec toujours la même logique qui est celle de si on leur offre quelque chose qui est suffisant pour vivre. Pour les minima sociaux, il s'agit de familles. Eh bien, ils risquent de préférer ne pas travailler et de profiter des minima sociaux. Donc, voilà, dans un contexte où l'assurance chômage est insuffisante et menacée, où les minima sociaux sont structurellement insuffisants, avec un refus de revaloriser. Le premier confinement, il y a quelqu'un qui a son micro. Oui, Slim Tabet, il y a le micro allumé, il faudrait éteindre votre micro, merci. Voilà. Donc le premier confinement a aggravé la pauvreté, à la fois sur le plan monétaire, mais aussi parce qu'il y avait un non-accès à des services publics, par exemple les tarifs sociaux dans les cantines et les aides du gouvernement, alors qu'elles ont été immédiates pour protéger l'emploi, elles ont été très tardives et très insuffisantes pour les plus pauvres, hein, alors même que les associations tiraient l'alarme. Donc voilà, on a des signaux des difficultés. Je pense au rapport 2020 de la Fondation Abbé Pierre sur le logement qui dénonce les coûts budgétaires dans le domaine du logement. Et puis aujourd'hui, on a des signaux aussi d'augmentation de la pauvreté avec un chiffre invérifiable de 1 million de pauvres en plus. Bon, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, une augmentation du nombre d'allocataires du RSA dans les départements, une augmentation de la fréquentation des banques alimentaires et des impayés de loyer. Donc l'incertitude économique radicale, et je ne vais pas en faire des tonnes parce qu'on en a déjà parlé, ce qu'on a observé, c'est un effondrement économique très rapide lié à la crise sanitaire et la gestion par les confinements. Alors, peut-être que par rapport à ce qu'a dit Robert Boyer, je modérerai un peu l'idée que c'est le confinement qui a entièrement provoqué la crise économique, parce que dans les pays qui n'ont pas confiné ou tardivement confiné, en fait, des gens se sont confinés eux-mêmes, hein, donc il peut y avoir des autoconfinements. Bien sûr, quand on confine très strictement, ça s'effondre beaucoup plus vite, mais voilà, on ne sait pas très bien ce qui se serait passé sans ce confinement très strict. Donc une chute d'activité le 2 avril qui était déjà à 36% du PIB mensuel, et puis la question de la reprise, mais un peu comment, hein, si on relance avec les termes qu'on a l'habitude d'utiliser, on risque de relancer aussi l'épidémie. Donc au troisième trimestre, on a eu un rebond, mais qui nous a pas ramené même au niveau d'avant-crise. Et puis de nouveau, là, on a un semi-confinement avec un risque de rechute, de pause ou de rechute, j'emploie les termes de la note de conjoncture de l'INSEE récente. Donc voilà, et puis enfin, on a un déficit et une dette publique acceptés aujourd'hui qui sont très supérieurs à ce qui est habituellement admis, mais on peut quand même se poser la question du financement à plus long terme d'une crise qui dure. Hein. Est-ce qu'on ne va pas avoir un gros retour de bâton d'austérité dans les années qui viennent, sachant que là, on a non seulement les mesures de crise, mais on continue avec une très coûteuse politique de l'offre qui a des effets très incertains.
Donc, on a analysé, les économistes atterrés, Henri Sterdyniak, le plan de relance. Voilà, il y a annoncé en septembre. Il y a un maintien du chômage partiel, alors avec une indemnisation qui va peut-être être en yo-yo. Plutôt qu'une stratégie industrielle, on a des mesures fiscales de soutien à l'innovation et à l'investissement, toujours dans une logique d'incitation dont l'effet n'est pas du tout assuré. Enfin, on a même des années d'évaluation qui montrent que c'est plutôt les effets d'aubaine qu'on trouve à l'arrivée. On a dans le plan de relance un capitalisme vert plutôt qu'une transition écologique. Alors, je ne sais pas quel terme utiliser pour une vraie transition écologique, c'est pas du tout mon domaine de spécialité. Avec, par exemple, pour ce qui est de la rénovation énergétique des logements, voilà, presque rien. Enfin, et puis enfin, pas de mesures sociales ni de mesures de soutien au pouvoir d'achat des plus pauvres. Alors pour conclure, pourquoi est-ce que j'ai dit l'impossible est redevenu pensable? Alors tout à l'heure, quand tu as présenté mon intervention, Thomas, tu as laissé penser que l'impensable, que j'allais vous dire que l'impensable était devenu possible. On avait eu une discussion sur mon titre aux économistes atterrés. Alors non, j'ai vraiment voulu dire pensable parce que possible, je ne sais pas, la configuration politique, elle n'est pas forcément tout à fait enthousiasmante. Donc, je ne peux pas dire que j'ai des solutions clés en main à vous proposer, très loin de là. Pourquoi l'impossible? Enfin, ce qui est redevenu pensable, c'est l'État employeur en dernier ressort. Parer l'investissement qui a été mis. Excuse-moi, redis la dernière phrase qui a coupé, je pense que c'était important. Ah, pardon. Il y a un petit choc de connexion. Donc l'impossible est redevenu pensable. C'est l'impossible redevenu pensable, c'est l'État employeur en dernier ressort. Mais bien sûr, je pense que c'était temporaire et que ça ne va pas durer. C'est les déficits et les dettes publiques. Là aussi, on peut craindre un retour de bâton. Le monde qui se dessine, ça reste quand même celui d'avant, c'est-à-dire la poursuite d'une politique de l'offre coûteuse économiquement et socialement, les poursuites des réformes néolibérales du marché du travail et de la protection sociale, avec peut-être un risque d'éclatement, c'est-à-dire que on a des réformes néolibérales qui concernent des secteurs vitaux, ceux où l'austérité a sévi, et donc on pourrait vraiment avoir des réformes à plusieurs vitesses si ce mode de gestion de la crise, qui va peut-être durer, on ne peut pas savoir, si ce mode de gestion de la crise dure, et puis une forme finalement de déni de la crise ou des crises actuelles. Alors, je veux quand même dire que c'est certainement pas simple en ce moment de mettre en place des politiques qui montrent une appropriation de la crise que par définition personne n'arrive vraiment à s'approprier. Et puis, je n'irai pas dire que d'autres trajectoires sont possibles, parce que je ne suis pas sûre qu'on voit se dessiner les forces pour ces trajectoires, mais en tout cas, elles sont pensables à condition de sortir de la gouvernance néolibérale, d'en sortir l'économie, d'en sortir les entreprises, d'en sortir la société, vers une gouvernance plus démocratique, y compris, et puis des mesures de redistribution que pour l'instant on ne voit pas du tout. C'est-à-dire là on voit bien que sur la redistribution on est complètement bloqué, et sur la transition sociale, environnementale, féministe, voilà, on est bloqué aussi. Je m'arrête là. Et merci beaucoup pour cette session, pour m'avoir invitée. Voilà.